Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le Cameroun abrite aujourd'hui la 6e édition du Championnat d'Afrique des Nations, 2021. Le Cameroun s'apprête aussi à accueillir dans quelques mois la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans une revue des infrastructures construites, réhabilitées ou rénovées par le Cameroun pour accueillir ces deux grandes compétitions africaines, le président Banda-Kani n'est pas allé du dos de la cuillère, pour féliciter l'effort du gouvernement camerounais à offrir au football africain des infrastructures sportives de haut standard. Mais jusqu'où le Cameroun peut-il aller avec les infrastructures sportives de haute facture? Suivons maintenant le décryptage de cette interrogation par le président Banda-Kani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de Vision 4. Suivons. Président Banda-Kani, il faut se contenter aujourd'hui de ce qui est visible. Un beau stade à Yaoundé, un beau stade à Douala, pas moins de 6 stades de qualité dans notre pays. On oublie les autres aspects qui ont quand même rythmé la marche vers la réalisation de ces infrastructures. Non, c'est justement parce que cette fête infrastructurelle dans laquelle nous baignons tous à la faveur de la CHAN, c'est parce qu'elle est la fierté de tout le Cameroun à l'heure actuelle que nous devons être intransigeants avec des détournements de fonds supposés, les mauvaises dynamiques managériales qui ont présidé à la construction de ces infrastructures et qui ont failli mettre ce pays en danger au regard de l'enjeu sportif au Cameroun. Il a fallu la diplomatie footballistique personnelle du président pour éviter ce qui aurait pu être une catastrophe pour notre pays. D'ailleurs, est-ce que éviter signifie oublier? Je vous ai dit que c'est parce que justement on est en fait qu'il faut être intransigeant. Très bien. Ça veut dire que ce succès infrastructurel, ça ne fait pas préjudice des poursuites qui doivent être enclenchées et maintenues au cas où les soupçons, et qui vont au-delà des soupçons, si on en croit le dire des éminents acteurs du football international et mondial. L'ancien président de la CAF nous a dit des choses dans ses sorties, quand même graves. Il nous a fait savoir que les collaborateurs du président sabotaient l'action du président. C'est ce qu'il a dit. Il paraît que c'est le président qui lui a dit ça. Il a dit ça ouvertement, c'est quand même grave. C'est l'agent des Camerounais. Et puis on a vu des séquences terribles. On a eu l'impression que les gens ne travaillaient pas, sabotaient pour créer des situations d'urgence et justifier les grés à gré, l'argent qui doit être fait. On a eu l'impression, il faut que ces choses soient clarifiées. L'opinion publique ne comprendrait pas qu'on passe comme ça. Mais quand on a dit ça, moi je suis très fier de ces infrastructures. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais là, gloire parce qu'il y a eu des périls. Et nous avons surmonté les périls. Les périls liés au détournement supposé, aux dérives managériales de ceux qui étaient en charge de ces projets-là, mais aussi de l'action d'une bonne partie de l'opinion, une certaine opinion, qui instrumentalisait ces défaillances dans le management public de ces infrastructures, qui instrumentalisait ça pour diaboliser le pays, évitant de faire la part entre le pays et l'intérêt du pays et les dérapages de ces gens-là. Donc aujourd'hui, on est content de voir que notre pays est plébiscité dans le Gotha du football mondial. Ce n'est pas Infantino qui va me contredire. Donc moi, je suis très content. Ce sont les infrastructures du peuple camerounais. Ça fait depuis 1972, si mes souvenirs sont exacts, il n'y a plus une telle dynamique infrastructurelle en matière de sport. C'est comme si on avait rattrapé 50 ans de retard. Et moi, je peux que me réjouir et féliciter sans état d'âme le chef de l'État qui a veillé personnellement pour que ça puisse arriver jusqu'au bout de la logique. Nous y sommes, le CHAN se joue donc dans ces magnifiques infrastructures sportives. L'Afrique indépendante et l'indépendance, ça veut dire quoi? Sacrifice. L'indépendance, ça veut dire quoi? Réfléchir. L'indépendance, ça veut dire quoi? Travailler. C'est-à-dire, il faut réfléchir, il faut débattre, il faut mettre de l'argent, il faut travailler, c'est-à-dire, c'est ça l'indépendance. L'indépendance, ça veut dire que l'indépendance a un coût. Le coût, c'est quoi? Que les leaders doivent avoir des convictions, les leaders doivent poser des actes, les citoyens doivent suivre, doivent contribuer, puisque le résultat, c'est ce que nous voyons. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que le Cameroun a donné des résultats. Il y a des fruits. Tout le monde voit. Maintenant, le coût, on peut débattre. Maintenant, toutes les
les autres choses. Toutes les péripéties qu'on a connues, on peut voilà, également faire un débat là-dessus. On a quand même lu la presse, Dr Billet, une certaine presse qui demandait, il disait aux Camerounais que le secrétaire de la présidence ou le chef d'État ont rabattu le caquet aux Camerounais qui étaient pessimistes jusque là. Et cette presse-là semblait indiquer que tout est pardonné, tout est oublié, on avance avec tout cela et qu'on pourrait même organiser une Coupe du Monde. Est-ce que ce n'est pas très facile de s'arrêter à la jubilation? Écoutez, est-ce que c'est pas très facile de s'arrêter à la jubilation? D'abord, je voudrais souscrire aux propos du ministre Ngolé. J'adhère vraiment à son analyse qui est une analyse froide, qui est une analyse objective, une analyse sincère même, une analyse de vérité. J'adhère à l'analyse du président Badakani qui a bien raison de dire que le Cameroun c'est la victoire du Cameroun d'abord. Voyez-vous, le fait qu'on puisse avoir aujourd'hui des stades après les péripéties que vous signalez, je crois qu'on ne va pas revenir là-dessus. Tous les Camerounais savent ce qui s'est passé. Dans le registre à la fois des hyperfacturations, dans le registre bien sûr de toutes les manœuvres internes qui ont été accomplies pour que le Cameroun n'y arrive pas. Vous savez, moi je suis un sportif et j'aime sentir que mon pays évolue dans le domaine du sport. D'ailleurs, le Cameroun est un grand pays de sport, incontestablement. On peut regretter effectivement le hiatus, cette espèce de gouffre abyssal qui peut y avoir véritablement entre le désir de pratique sportive au Cameroun, l'engouement pour le sport au Cameroun et l'état de nos infrastructures d'une manière générale. Il y a incontestablement un effort qui est accompli. On est content de voir ces stades-là, ces acteurs du CHAN qui peuvent se produire sur les différents stades de la République. Mais moi, je vais vous dire que je ne vais pas me contenter de ça, de si peu. Parce qu'en réalité, les stades qui ont été construits, c'est des stades qui sont construits pour des compétitions de très haut niveau. Il va rester à satisfaire les Camerounais qui sont désireux de pratiquer du sport. Sur le plan des infrastructures, il n'y a pas d'infrastructure populaire pour le sport. Ça, je crois que lorsque vous vous mettez à Yaoundé, du côté du stade Omnisport le vendredi soir, tout le monde peut voir à quel point notre jeunesse C'est le besoin. ont envie de pratiquer du sport. Lorsque vous allez du côté de Bastos, du rond-point de la présidence, vous voyez à quel point les gens sont là présents les week-ends. Avec tous les risques qu'on peut imaginer, les chauffards qu'on peut imaginer. Je ne parle pas des autres localités de la République où, au fond, une véritable politique aurait dû être enclenchée, notamment avec nos communes, entre autres, parce que c'est dans les pays, je dirais, qui ont fait le choix de la décentralisation un petit peu à la française, ou à la camerounaise, si vous voulez. Eh bien, c'est généralement les communes, véritablement, qui ont le rôle de doter, n'est-ce pas, leur circonscription d'infrastructures sportives. Donc, moi je dis, c'est très bien, nous avons les stades que nous voulions, il a fallu que beaucoup d'encre et de salive, n'est-ce pas, cool, on y est arrivé et les choses se passent plutôt bien, je m'en réjouis. Mais je vais quand même aussi dire une dernière chose, c'est que n'oublions pas qu'il va y avoir un passif extrêmement lourd. Parce que construire des infrastructures de ce type dans les conditions que l'on sait, c'est un endettement considérable pour l'État du Cameroun. Les générations futures vont avoir à payer un très lourd tribut à ce que nous avons engagé ainsi, et que nous aurions pu engager dans des conditions, je dirais, financières plus concessionnelles, plus sérieuses, moins lourdes. Parce que là, quand même, lorsque vous facturez un sac de ciment au lieu de 4 500 francs à 17 18 000 francs, vous comprenez qu'il y a une hypothèque considérable qui est prise sur le destin de nos enfants. Et ça, moi, je crois qu'on ne pourra pas passer tout cela par perte de profit. Alors, en 72, on a eu le stade de Fandena, le stade Amadou Ahidjo, avec le CHAN et la CAN. Nous avons les infrastructures qu'on a aujourd'hui, Henri Sévérin Assemblée. Est-ce que ce n'est pas quand même critiquable d'avoir des infrastructures qui ne sont que événementielles? Où sont passés les programmes, où est passée la programmation, où est passé par exemple le PEN10, qui était le programme national de développement des infrastructures sportives? La disponibilité des infrastructures est un capital important et nous ne pouvons que le célébrer. Maintenant, le capital nécessite d'être mis en perspective.
Et lorsque nous adressons la question de la perspective et l'intégration de ce capital dans la dynamique économique de notre pays, nous ne sommes pas tout de suite enthousiasmés. Nous ne sommes pas tout de suite enthousiasmés parce que l'infrastructure nécessite d'être rentabilisée. Et nous avons envie de poser tout de suite la question de savoir comment est-ce qu'on les viabilise, comment est-ce qu'on les rentabilise après la CAN qui se déroulera dans quelques mois. On ne voit pas très bien. Pour rentabiliser, il faudrait que le football soit pratiqué. Pour rentabiliser, il faudrait qu'autour de la dynamique sportive se développe une économie du sport. Une économie du sport portée par les collectivités territoriales décentralisées. Vous savez, Jean-Jacques, pour ouvrir le très précieux stade de Japuma, la climatisation, la sonorisation, c'est un coût. C'est-à-dire, ouvrir seulement le stade, c'est un coût. Qui va payer? Après le Chan, il faut produire un spectacle. Après la CAN, qui va payer cela? Des infrastructures de cette nature nécessitent la maintenance. Comment on fait pour assurer la maintenance? C'est des questions qu'il y a lieu d'adresser en ce moment, si cela n'a pas été le cas avant, pour que ces précieux investissements soient mis en perspective et qu'ils servent effectivement au développement de notre pays. Nous sommes très heureux aujourd'hui de tutoyer les grands pays. J'ai vu les déclarations du président de la FIFA sur le stade de Japuma. Nous voyons ce qui se fait à Limbe. Nous avons le joyau architectural qui construit la vie à Olembe. Si vous allez du côté d'Olembe, vous voyez très bien comment dans une forêt, on a fait émerger un milieu de vie. Tout cela nécessite donc d'être accompagné par des programmes économiques, sociaux et culturels qui donneront du sens à cela. Je suggère, bien entendu, que des réformes de fond soient apportées dans la gouvernance du football au Cameroun. Parce que la base, c'est cela. Nous avons l'infrastructure sportive dédiée football. Dès que c'est fini, comment on fait? Il faudrait que le football soit pratiqué. Il faudrait que le football soit attractif. Il faudrait que le football produise autour de lui un écosystème qui attire les investissements, qui permet aux spectateurs d'avoir envie d'aller au stade, qui permet aux investisseurs d'avoir envie de mettre l'argent sur la télévision parce qu'il y a un spectacle à produire, qui permettent aux sponsors de choisir le football plutôt qu'autre chose en termes d'investissement financier. Voilà quelques suggestions qu'on pourrait faire en termes de capitalisation de ces précieux investissements qui donnent déjà de la chaleur dans le cadre du Chan 2021, qui profile une canne, pas de rêve, mais qui profile une canne assez suggestive, mais qui ont besoin en soutènement d'une réflexion de fond sur la façon de les inscrire dans le prochain cinquantenaire. L'économie prend place dans le 11 entrant. Parlant de ces stades et de ces compétitions, on a retenu l'aspect lié au passif qu'il va falloir gérer, mais à l'aspect de la rentabilisation de ces infrastructures sportives, ce sont des préoccupations d'importance. Rentabilité de quelle nature? Rentabilité financière ou rentabilité économique? Vous savez, quand il s'agit de faire l'analyse d'investissement public, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour cela que vous êtes là. Certaines infrastructures peuvent être financièrement déficitaires, mais leur impact, de par leur impact, leurs effets de chaîne, ils apportent beaucoup plus à l'économie. Ça veut dire que si on les supprime parce qu'elles sont déficitaires, l'économie va perdre beaucoup plus. Donc, lorsqu'il s'agit d'analyser l'investissement public, il faut le faire de manière plus globale. Je crois que le problème des stades au Cameroun pose la problématique plus générale même de l'investissement public. Le Cameroun a connu 3 phases de poussée d'investissement. La phase qu'on pourrait qualifier de culture de rente, c'est-à-dire dans les années 65-70, lorsque le cacao, café, coton soutenait l'investissement public. C'est là qu'on a conçu les ministères, le prince camerounais, le premier ministère, on a mis en place un premier immeuble ministériel. C'est même d'ailleurs ça aussi qui a créé les premiers stades de football au Cameroun, Omnisport,
stade Amadou Ahidjo et le stade de Douala, même le stade de Garoua. Ça, c'était la première fois la poussée d'investissement. La deuxième poussée d'investissement a eu lieu dans les années 80 avec le pétrole. C'est là qu'on a construit le palais de l'unité, la route Yaoundé-Douala, la Sieur Tuvu, l'immeuble de la mort qui est devenu maintenant, je crois, l'immeuble de l'émergence. Et un certain nombre de choses. L'aéroport. Bon, maintenant, après la crise, on a abordé avec le programme des grandes ambitions la troisième tentative, la troisième phase de poussée d'investissement. C'est là donc qu'on a connu un certain nombre de choses comme les barrages, la fibre optique, les autoroutes. Cette phase-là, elle est encore en cours, même si elle ne connaît pas la même vitesse qu'ailleurs. Et donc, les stades actuels entrent davantage dans cette poussée-là, cette poussée de l'investissement de manière globale. Ce n'est pas quelque chose d'assez isolé. Et donc, les points positifs et les points négatifs qu'on voit dans les stades sont les mêmes qu'on retrouve dans tout ce programme d'investissement massif. Parce qu'il se fait dans des conditions beaucoup moins favorables que la première poussée qui comptait sur les recettes des plantes de rente, cacao, café, coton, et la deuxième poussée qui comptait sur le pétrole. La troisième poussée n'a compté que sur l'allègement de la dette et l'atteinte du point d'ajustement en 2006. En réalité, on n'a pas compté sur des recettes de manière positive, des recettes qui allaient venir renforcer les capacités du Cameroun. On a compté tout simplement sur le fait qu'on avait désormais une marge de manœuvre. Et ça a créé un certain nombre de blocages, d'entraves que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, ce qu'on voit dans les stades, c'est en quelque sorte la reproduction dans le domaine sportif des mêmes difficultés qu'on a dans les barrages, des mêmes difficultés qu'on a dans les routes, des mêmes difficultés qu'on a dans tous les autres secteurs d'investissement. Maintenant, s'agissant du problème de la rentabilité, je dis une fois de plus, une infrastructure comme les stades qu'on vient de construire ne peut pas s'analyser uniquement du point de vue financier. C'est-à-dire, on confie la gestion, par exemple, à une société de gestion qui commence à dire, bon, je vais organiser telle chose, je vais gagner tant ou tant. Ça va plus loin. Un stade peut jouer un rôle touristique dont on ne voit pas très bien. Donc, l'apport financier n'est pas immédiat. Un stade peut jouer d'autres rôles, un rôle politique, dont l'apport économique n'est pas là. Mais je pense tout simplement que nous devons tout simplement, premièrement, tirer les leçons de la tentative d'investissement d'aujourd'hui. Tirer les leçons aussi de la nécessité d'aller résolument dans la décentralisation. Parce qu'au moment où l'État central peut présenter comme argument des grands stades de statut mondial, disons ça comme ça, mais il ne présente pas des statuts régionaux, des stades de statut communal. C'est-à-dire, c'est comme si c'était l'arbre qui cachait la forêt. Dans l'incapacité de faire un vrai investissement, il va juste choisir quelques fleurons qu'il va présenter comme un argument politique, alors que sa politique d'investissement est nulle. C'est pour ça qu'il est important que ce que l'État doit faire au niveau national, à savoir avoir ces 4, 5 ou 10 stades de grande classe, que la région, chaque région a aussi ces 10 stades appelés stades régionaux, dont elle se prévaut en disant, moi aussi j'ai mes 10 stades, et que chaque commune conçoit aussi ces 10 stades. C'est à ce moment-là, cette spécialisation institutionnelle qui va nous sortir de tout ce désordre qu'on connaît. Très bien. S'agissant, je vais donc finir, s'agissant maintenant des problèmes de détournement de fonds et autres, l'investissement public du Cameroun a des problèmes techniques qui ne sont pas à la portée
du non-technicien. Et je crois qu'il vaudrait peut-être mieux faire un débat très particulier. Les détournements de fonds, en réalité, ne peuvent être que la conséquence de certains dysfonctionnements d'ordre plus profond. Très bien. Alors, réaction, on parle de ces stades comme l'arbre qui cache la forêt, comme, j'allais dire, quelques petites lumières parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements derrière. Oui, j'aimerais dire ceci, après avoir écouté le président Billet, M. Assembe et M. Essomba, il dit ceci. Nous sommes à l'ère de la modernisation. Je crois que nous allons parler de ça au cours de ce débat. Mais quand on était à l'école, nous, en sciences politiques, on nous a dit que la modernisation, c'est un processus qui permet à une société de transformer d'un point inférieur à un point supérieur, en termes quantitatifs et en termes qualitatifs. Et la modernisation en tant que processus de transformation a des dimensions différentes, c'est-à-dire à l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect infrastructurel. C'est tout ce qui a été dit par le président Billet, M. Assembe, M. Somba. Je comprends. Vous savez, la modernisation en tant que concept a une logique, c'est-à-dire a des éléments suivants. Il y a une logique. C'est-à-dire, tu peux dire que 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4 égale 8. Et ça, c'est scientifique, c'est mesurable. Et que ces modernisations, en tant que processus, partent avec les valeurs, des éthiques, avec une culture, avec des institutions qui marchent, avec les leaders, bien sûr, qui animent ces institutions, qui donnent des politiques publiques qui portent des résultats. Tout ça, c'est la modernisation. Mais dans cette modernisation, il ne faut pas oublier que la modernisation, c'est l'un des défis de l'indépendance africaine. On est d'accord avec vous, professeur. On est d'accord avec vous, professeur. Ce que les téléspectateurs veulent, en réaction à la sortie de Essomba, c'est de savoir si l'État ne s'est pas caché derrière ces grosses structures et n'a pas suivi la voie souhaitée par la décentralisation, que soulignait par exemple le Dr Billet tout à l'heure. On puisse avoir des stades régionaux également. Voilà, le Dr Billet a parlé des stades régionaux, je crois que M. Somba aussi parlait de ça un peu. Vous savez, quand on a réussi, ça ne suffit pas d'être fier qu'on a construit des stades au niveau national et international qui sont bien. Mais on doit être fier puisque c'est une réalisation. Et ça, les coûts sont connus. Mais dans la logique de la modernisation, chaque fois que vous réalisez quelque chose, vous savez très bien que logiquement, ça vous dit quoi? Chaque fois que vous réalisez quelque chose, ça vous donne le défi d'aller plus loin. C'est-à-dire quoi? C'est que le président Billet vient de dire, oui, nous sommes fiers d'avoir ces réalisations, puisque ça montre que nous sommes un pays. Mais qui ne serviront qu'aux grandes compétitions, par exemple. Le défi, donc, c'est qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire construire d'autres stades au niveau régional, comme M. Somba a dit, au niveau communal, pourquoi pas au niveau départemental. C'est une bonne chose. Mais c'est-à-dire quoi? En tant que participant dans une logique, un processus de modernisation, il ne faut pas être satisfait quand vous avez réalisé une chose. Chaque fois que vous réalisez, on nous disait en sciences que chaque fois que vous avez réussi à, disons, une épreuve, c'est le début de notre épreuve. C'est-à-dire, il ne faut pas s'étendre. Donc l'actuelle épreuve, c'est quoi? Voilà, c'est que nous avons résumé, il faut aller plus loin. Voilà, il faut aller plus loin. Oui, il faut aller plus loin. Et M. Assembe venait de dire que dans cette logique d'aller plus loin, vous avez construit des stades, des infrastructures qui sont la fierté de notre pays. Mais ça montre qu'il y a d'autres choses à faire. Comme M. Assembe vient de dire, il faut des gens qui doivent assurer la maintenance. Il faut, pour avoir la rentabilité, il faut peut-être s'assurer qu'il y a soit des sociétés qui vont gérer certains aspects. C'est-à-dire quoi? Chaque fois que vous avez investi et vous avez réalisé, il ne faut pas se contenter de dire que j'ai fait et ça suffit. Non, si vous faites ça, vous êtes contre la logique de la modernisation. Puisque la modernisation, ça vous dit quoi? Il ne faut jamais se contenter de dire que j'ai réalisé, donc je peux endormir. Non, il faut toujours continuer à aller
plus loin. Nous voyons ça ailleurs, par exemple, en Chine, par exemple. Si vous êtes en Chine, vous avez l'impression que la Chine est déjà développée, ils ont beaucoup réalisé. Mais les Chinois sont les premiers à vous dire que non, nous avons encore beaucoup à faire. Puisqu'il y a encore beaucoup à faire. C'est-à-dire que la mentalité doit changer chez nous. Très bien. La mentalité doit faire que quand nous sommes... L'indépendance vous dit travailler tous les jours et continuer à aller au-delà des défis. Si vous n'êtes pas dans cette mentalité, vous serez toujours l'esclave, soit de présent, et vous ne pouvez pas aller plus loin. Merci, monsieur le ministre. Vous ne considérez pas l'avenir ou le futur. On a compris cela, monsieur le ministre. Oui. Président Badakani, il y a au moins 3 casse-têtes qui se dégagent lorsqu'on écoute les uns les autres. De la rentabilisation de ces stades, de l'entretien, de la production du spectacle, mais également de l'importance de ces stades pour ceux qui ne sont pas appelés à participer aux grandes compétitions. Il leur reste quoi? Ces réserves sont justifiées et ces critiques sont justifiées. Mais je crois qu'on peut éviter le piège du débat politicien qui souvent peut prendre le pas sur l'honnêteté des situations. Et puis éviter aussi une certaine tyrannie technocratique qui peut laisser croire, même quand on est très brillant comme l'économiste de maison, croire que c'est une affaire des techniciens. Parce qu'à ce jeu, d'autres techniciens vont vous démontrer que vous êtes incompétent. Il faut approfondir la technique. Puis c'est une affaire d'ouvrage, tout ça et consort. Mais je pense que quand les éléments sont publics, tout le monde s'en empare et donne son avis. Même si on admet qu'il y a des avis peut-être plus éclairés en fonction des expériences des uns et des autres. Je crois que, de ce point de vue donc, moi j'évite une critique après coup. Ça veut dire quoi? Lorsque ces programmes sont lancés, souvenez-vous bien, les dynamiques de la décentralisation sont encore dans les tiroirs. Pour ne pas dire que personne n'en parle. Personne n'envisage l'avenir des communes en rapport avec l'évolution infrastructurelle sur le plan sportif du pays. Il faut être honnête, personne n'en parle. Donc il fallait commencer quelque part. Les communes décentralisées n'existant pas, les régions décentralisées n'existant pas, est-ce que l'État avait un autre choix que de commencer par des infrastructures structurantes de ce niveau-là? Je n'en suis pas sûr. C'est pour ça que nous, quand on analyse, on dit on est content. Il y a un point de départ qui est réel et qui répondait déjà à une critique générale du fait qu'il y avait un désert dans notre pays. Il est comblé. Maintenant, à partir de ce moment-là, tout ce qui a été dit, tout ça par l'expert ACMB, l'économiste Somba et les autres, je vous dis, je prends part à ça, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir rapidement pour voir comment il faut les rentabiliser, les gérer. Pourquoi? Parce qu'il y a des exemples. Le Brésil a ce problème. Après la Coupe du Monde qui dernière en Brésil, il y a eu un bricolage de prestige, mais ça a laissé une situation compliquée. Absolument. Vous avez l'Afrique du Sud, qui est là. Après le mondial organisé, on n'arrive pas à porter, à gérer et à rentabiliser cette infrastructure. Donc le débat se pose réellement. Et c'est un chantier collectif. C'est-à-dire l'État, ceux qui ont en charge l'État, mais aussi les collectivités décentralisées, les acteurs politiques comme nous. Tout le monde doit prendre sa part là-dedans pour rapidement anticiper ces contraintes qui vont certainement s'imposer à nous. Mais c'est clair, moi, je suis très content. Je suis très content des infrastructures qui sont là, je suis très content. En matière d'investissement public, moi je voudrais d'investissement public, je voudrais dire ceci. Je ne suis pas un expert dans ça, mais ce que je sais, d'un point de vue de l'analyse politique, c'est que dans tous les pays du monde, les investissements publics, on se dit qu'ils visent en réalité à garantir la reproduction élargie de l'appareil d'État, de manière fondamentale. L'appareil d'État, indépendamment de ses retombées sur tout le corps social. Or, dans notre contexte précisément, nous avons un problème du fait que la plupart de nos investissements sont financés par l'endettement. Et nous connaissons tout ce qui est comme contrainte autour des endettements, avec des projets liés, pour rester poli. Vous n'avez pas dit que l'endettement vise à financer l'endettement, et ainsi de suite. Ça fait que moi, je pense que c'est une réflexion qui va au-delà seulement d'investissement public. C'est la nature de notre économie. Est-ce qu'on est d'accord qu'on aborde ça sincèrement? C'est-à-dire que ce sont des économies coloniales qui ne se sont pas encore émancipées des contraintes coloniales. Ça, il ne faut pas avoir honte de le dire. Et il faut que si on veut penser l'économie de nos pays, qu'on ne se limite pas seulement autour de la gouvernance, des questions de gouvernance, qui sont des contraintes liées à les bailleurs de fonds,
qui, en eux-mêmes, en soi, sont très loin d'être des saints. Au contraire, peut-être ils forment le problème de nos pays. Ben, je ne veux pas attaquer monsieur le ministre. Ils sont le problème de nos pays. Donc, est-ce qu'on aborde la question de la gouvernance en la projetant, pour reprendre les mots de M. Assemblée, dans le vrai débat de notre problème économique? C'est le caractère colonial de nos économies. C'est quoi cette affaire monétaire, les cas quand même internationaux du FMI? Est-ce qu'on peut poser ces questions-là sans déranger quelqu'un? C'est quoi cette affaire? Il faut bien qu'on les pose ces questions. C'est quoi ce problème? Oui, c'est quoi ce problème que, si vous parlez du FMI, au Cameroun, c'est un tabou. C'est comme si c'est un délit d'État dans notre pays. C'est comme si c'est un tabou qu'on n'a pas touché. Mais il est temps de mettre ça sur la table. On va voir avec cette affaire-là, ces carcans-là. Très bien, on aura l'occasion d'aborder ces questions. La question d'investissement public nous ramène à ce débat fondamental de notre économie. On aura ce débat, forcément. On aura ce débat. C'était une mise en bouche, puisque les Lions jouent ce soir. On va souhaiter une très bonne chance à cette équipe qui doit absolument vaincre face au Burkina Faso à l'effet d'accéder au prochain tour. Lui n'a pas encore accroché ses godasses. Il veut dire un mot, docteur Olivier Billet. Oui, non, on ne peut pas quitter ce sujet comme ça. Je crois que c'est un sujet éminemment important. C'est un sujet qui engage le destin même de notre pays, en réalité. Parce que lorsque certains de vos panélistes s'engouffrent dans la question de l'investissement, parce que là, nous parlons d'investissement, précisément. Oui, et nous sommes très contents de cet investissement. Nous sommes contents. Ne soyons pas excessifs, quand même. Ne soyons pas excessifs, parce qu'il y a quand même... je ne suis pas aussi enthousiaste que mon frère Bandakani, mais en tout cas, j'aurais souhaité, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous eussions davantage de stades que ça. Maintenant, il faut quand même dire, effectivement, que les stades, tels que ceux qui ont été construits, ne sont pas des stades qui sont de nature à moins alors de faire preuve peut-être d'une technologie particulière. Mais a priori, et connaissant le contexte camerounais, je ne vois pas véritablement, si vous voulez, de perspective de rentabilisation sur ces stades. Il y a des téléspectateurs qui proposent les concerts et autres. Les concerts, il y en a combien au Cameroun? Et puis, vous savez, louer un stade pour un concert, c'est très coûteux. Absolument. Combien peuvent aller organiser des concerts là-bas? Permettez. Écoutez, moi je voudrais qu'on soit concret et qu'on ne soit pas dans des proclamations vaseuses. Construire une économie, c'est bien gentil, mais il faut être concret et indiquer des pistes extrêmement précises sur ce qui peut être fait. Vous savez, lorsqu'on est un très bon rhétoricien, comme mon petit frère Assemblé, on peut dire des choses de manière tellement ampoulée que ça vous exalte. Moi, je reste froid. Je reste froid parce que je sais que ces stades-là, il va falloir faire des efforts considérables pour les maintenir, pour les entretenir, parce que sur le plan du retour sur investissement, ce n'est pas gagné. Donc, cela étant dit, je reviens peut-être à la question de l'investissement qui est essentielle. Monsieur le ministre, vous qui êtes un homme de sciences politiques, vous savez parfaitement, Dieu donné, son bail est là. La théorie économique, elle est claire sur la question de l'investissement. Les stades que nous avons construits, de la même manière que, voyez-vous, les barrages font partie dans un état de ce qu'on appelle les chantiers structurants. Ce que les économistes appellent des paramètres lourds de l'économie. C'est-à-dire que ce sont des investissements qui absorbent un volume d'argent considérable. Mais les économistes sérieux, les économistes affermis vous diront simplement que, au fond, notre manière de financer les infrastructures au Cameroun est une manière qui est totalement inadaptée, qui n'a rien à voir avec les logiques de la théorie économique. Parce qu'on ne se lance pas dans la réalisation de chantiers du type paramètre lourd de l'économie dans un pays, dans une économie, lorsqu'on n'a pas atteint le niveau que les économistes appellent le niveau de plein emploi. C'est-à-dire le niveau de ce qu'ils appellent la limite des possibilités maximales de production. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un peu technique. Peut-être que expliquez-nous. Il faudra bien qu'on ait un débat technique sur ces questions, mais le débat technique ne doit pas être simplement une affaire de techniciens. Nous qui avons compris la technique, nous devons la mettre à la disposition du peuple. Allez-y, docteur, allez-y. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, aussi longtemps que dans un pays, vous avez encore des gens qui sont en situation de sous-emploi. Vous avez un pays qui est encore en situation de sous-emploi massif, où le niveau d'emploi se situe vraiment au bas du bas.
Parce qu'il faut savoir une chose, les investissements ne se financent pas avec la monnaie. Tout à l'heure, Bandakani a abordé la question monétaire. Ça se finance avec ce qu'on appelle l'épargne. C'est-à-dire que vous êtes un pays qui a réussi à accumuler des surplus qui ont été, comment on va dire ça, orientés vers des fonds de pension, vers des fonds d'investissement, etc. C'est avec ce type de ressources qu'on réalise des investissements. Et que pardon? Non, la création monétaire ne finance pas l'investissement, justement. C'est justement ça qu'il faut clarifier et dire de manière extrêmement précise. Et là-dessus, non mais, mon cher Badakani, lorsque la monnaie est orientée, non pas vers la production, mais vers des utilisations de cette nature, elle est de nature à créer une inflation absolument considérable. Donc, on fera ce débat, mais je voulais simplement indiquer que... C'était fait ailleurs, hein? Je voulais indiquer... Dans ce que vous appelez pays avancés. Ailleurs, je ne pense pas. Ailleurs, à moins que dans votre ailleurs... Vous allez réagir tout à l'heure. Pour les plans de relance, si je peux terminer là-dessus. Qui termine, vous allez réagir tout à l'heure. D'ailleurs, la seconde partie du débat, si je peux terminer là-dessus, vous permettre d'évoquer ce sujet. C'est pas parce que ça se fait ailleurs qu'on ne s'est pas trompé. Moi, je suis dans la rigueur même de la théorie économique. Telle que prescrite par Maurice Allais, John Maynard Keynes, Joseph Tundian-Pouemi, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je voulais dire, monsieur le ministre, vous suggérez, n'est-ce pas, à vous, qui êtes aux commandes pour le moment, que véritablement, vous devriez peut-être faire appel à une certaine expertise économique pour qu'on revoie la manière dont nous nous orientons souvent dans le financement de ces chantiers, de ces, ce que l'on appelle les investissements structurants, de manière à ce que nous soyons plus conformes avec la science. Vous êtes un homme de science, du reste. Très bien, on va tout faire pour sortir de cette première partie qui n'était qu'une mise en bouche, mais c'est serait violent si vous ne réagissez pas. Dieu ne soit pas d'abord. C'est un débat fondamental. Je voudrais d'abord commencer par le problème de la rentabilité. Il ne faut pas oublier que les stades de haut calibre sont nourris par les stades de niveau inférieur. Vous ne pouvez pas construire des stades de haut calibre quand vous n'avez pas un championnat vivant. Vous allez entretenir ça comment? Lorsque le championnat ne fonctionne pas, vous allez organiser des événements dans les hauts stades comment? Bien sûr, il y aura peut-être quelques événements périphériques comme les concerts et autres, mais c'est le championnat, c'est l'activité sportive qui nourrit les grands stades. Absolument. C'est pour ça qu'on ne peut pas percevoir l'investissement de manière isolée. Et pour revenir à ce qu'a dit le ministre, le professeur Ngolé, je voudrais dire qu'eux-mêmes, au sommet, ils doivent changer d'optique. Cette histoire de non, on avance, non. Il y a aussi la manière d'avancer. Ce qu'on vous demande, c'est de spécialiser les niveaux étatiques. Que le grand État s'occupe des grands stades internationaux, que les régions s'occupent des stades nationaux, que les communes s'occupent des stades locaux. Et ce sera bon et correct. Parce que les régions pourraient faire une compétition entre elles pour organiser le championnat, je ne sais pas moi, le tournoi national du football. Ce que le Cameroun fait vis-à-vis avec les autres pays pour arracher le tournoi, les régions vont le faire et nous aurons des stades. Je suis donc d'accord. Enfin, le problème de l'investissement public, il faut faire très attention. Nous ne sommes pas un pays qui dispose de la technologie. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, nous achetons à l'extérieur. Dans ce cas, même si on avait la monnaie, on ne peut pas émettre la monnaie pour financer l'économie. Tout simplement parce que la monnaie émise va tout simplement ressortir pour aller déséquilibrer la balance courante. Et c'est là qu'on va donc dans le problème fondamental des investissements qu'on a construits et que j'avais critiqué. Parce que aujourd'hui, les gens peuvent dire on n'a pas critiqué. J'étais le seul au ministère de l'économie qui avait critiqué ce programme d'investissement. Et ça, tout le monde le sait. Très bien. Parce que j'avais dit, vous ne pouvez pas construire des investissements dont l'entretien dépend des devises, alors que vous ne vous assurez pas que vous allez générer ces devises. Très bien. Réaction de téléspectateurs. Ces stades posent plusieurs problèmes. L'économie des loisirs ne concerne qu'une infime partie des privilégiés de la population. Deuxièmement, ces stades riment à contre-courant la décentralisation
ils ne sont pas un patrimoine des communes, en tout cas, ce que certains ont déjà dit sur ce plateau. On va vite réagir, monsieur le ministre. Je voulais juste dire pour ajouter à ce que... On va être bref. Oui, précédents orateurs ont dit, c'est qu'il ne faut pas oublier que, comme nous avons dit, nous sommes dans une ère de la modernisation. La modernisation, ça veut dire quoi? Ça provoque de nouvelles idées, ça provoque une créativité. Et donc, tout ce qui a été dit, vous savez, on ne nie pas. Le Cameroun a des brillants économistes, parmi lesquels il y a le monsieur Somba. Ici, vous voyez donc le professeur, le président Bilé est là, le président Banda est là. Il y a des économistes dans notre pays. Et le rôle du politique, c'est de gérer toutes ces spécialisations, puisque en modernisation, vous êtes en défi permanent. C'est-à-dire, vous réalisez quelque chose, il y a un autre défi. Maintenant, nous sommes dans ces défis, il faut rentabiliser les investissements qui ont été faits. Il faut créer d'autres stades pour s'assurer qu'il y a, pour que ça soit rentable. Il faut faire d'autres choses, il faut créer des spécialisations. Il n'y a pas de problème, ce sont des propos qui sont logiques et qui sont conformes à la logique, à la conception de la modernisation, c'est-à-dire quoi? Vous êtes quand même d'accord que les infrastructures actuelles visaient à répondre à une préoccupation, c'est l'organisation des compétitions. Bien sûr, et nous permettre d'être un pays. Voilà. Maintenant, nous savons très bien qu'il y a d'autres défis. Face à ces réalisations et ces d'autres défis-là, vous avez entendu les orateurs qui ont dit, nous sommes tous d'accord qu'il faut aller de l'avant. Il ne faut pas dire que parce qu'on a réalisé, ça suffit, on s'arrête là-bas. Non, on va toujours continuer puisque, vous savez, comme je disais tout à l'heure, nous sommes indépendants. Malgré tout, nous sommes libres de réaliser des infrastructures actuelles et réaliser d'autres infrastructures. Et nous permettre de s'assurer que tout ça est rentable. Parce que nous sommes indépendants. Sauf que, on vous dit, mais l'indépendance ne veut pas dire qu'il faut qu'on se contente d'être libre et on peut célébrer, on peut fêter. Non, c'est pas ça. L'indépendance, ça vous dit quoi? Vous êtes en réflexion permanente. Vous êtes en défi permanent. Et il ne faut pas être allergique aux idées. Il faut pas, si vous êtes allergique aux nouvelles idées, vous êtes contre la logique de la modernisation. Et comme nous voulons la modernisation du Cameroun, et nous sommes déjà dans le processus, nous sommes tous d'accord. On avance pour aller de l'avant, on continue. Ok, Aris-Vera-Sembe. Je dirais en très peu de temps sur la question que les compétences en matière de réalisation et d'entretien des infrastructures sportives ont été transférées aux collectivités territoriales décentralisées, notamment les communes et les régions. Ce que nous souhaiterions dans cette perspective, c'est que les grands stades soient inscrits dans une politique de développement global, active. Quand je dis active, nous comprenons ce que cela signifie. Cela signifie faites un schéma pour qu'on comprenne facilement. Les grandes infrastructures sportives, c'est le grand lampadaire qui est chargé d'éclairer et qui, pour vivre, a besoin d'une organisation stratifiée, régionale, communale, villageoise, ainsi de suite. Vous savez que la réalité communale jusqu'aujourd'hui était très peu portée vers le développement de l'activité sportive. Or, ces compétences qui étaient étatiques ont été transférées aux communes pour le niveau communal et aux régions pour le niveau régional. Il reste désormais à organiser les acteurs de telle sorte que la vie sportive connaisse un cours normal. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la réforme du secteur du football au Cameroun est urgente, parce que cette réforme permettra de donner corps à la vie de ces infrastructures qui sont des actifs très puissants et qui permettront de construire donc autour de cela une vie économique tirée par le développement des infrastructures. C'est clair, il y a une réaction Badakani sur ce sujet. Une chose est de dire que ce qui est possible là, c'est possible. Et une chose est de dire que nous, à cause des contraintes ou bien des faiblesses structurelles de la vie politique et économique nationale, on pense que ce n'est pas possible. Il dit que c'est possible, je partage son point de vue. Il est possible qu'on rentabilise les infrastructures si on prend ce chemin-là. Moi, je me rappelle à l'époque
Vous vous rappelez à l'époque. Mais ce chemin-là, il va être long. Non, pas forcément. Mais il n'est pas long. Au niveau communal, on n'a rien. Il n'est pas long, Jean-Jacques. J'ai pris part à On a quand même le lampadaire qui est installé tout Jean-Jacques, si seul. tu permets, Il va être j'ai long, pris le chemin. part à une concertation des maires du Cameroun cette semaine qui discutaient de leur programme d'investissement et d'arrimage aux programmations internationales. Et dans ce programme, nous avons bien vu le maire Tamba et ses équipes discuter sur la façon de construire des infrastructures sportives au niveau communal. Cela rend compte de la volonté d'organiser la vie sportive qui pourra provoquer un effet de chaîne et relier le domaine communal au domaine national et permettre à la strate nationale de pouvoir porter l'ensemble de l'économie nationale fondée sur le sport. Très bien. Je disais donc, je me rappelle quand j'étais jeune, des interactions qu'il y avait entre le monde de l'entreprise et le football. Alors qu'il n'y avait pratiquement pas d'infrastructure. Et ça marchait. On peut actualiser. Ouais, le docteur Billet me regarde. On peut actualiser ça avec ce qu'il dit. Et si on s'attaque sérieusement à la question de l'Africa Foot, on peut avancer. On peut avancer. Quand j'ai dit ça, je voudrais rassurer le professeur Somba. Je ne conteste pas ce qu'il dit. Mais je voudrais dire, quand moi je parle de la monnaie, ce n'est pas que je dis que la monnaie va créer forcément une économie prospère. Mais sans monnaie, vous ne construirez aucune économie. Surtout avec ce niveau d'exclavation monétaire qui est notre carcan, vous ne construirez aucune économie. Ce n'est pas possible. Qu'une théorie justifie ça. Moi, je suis d'accord avec vous. Voilà, si vous êtes d'accord, tant mieux alors. D'abord, je vais vous dire, je partage entièrement vos thèses et je reproche ceux qui évacuent ces aspects macro. Parce que lorsque on a évoqué le problème des détournements et autres, j'ai dit tout à l'heure que non, au-delà des détournements, ces détournements peuvent être un symptôme de dysfonctionnement beaucoup plus profond. Je voudrais enfin ajouter que, s'agissant même des stades, ne croyez pas que c'est une préoccupation ignorée par le gouvernement. La gestion des stades fait l'objet d'un dossier très important au ministère de l'économie. Très bien. C'est une information. D'abord, je reprends à mon compte ce qu'il a dit par contre, que les investissements sportifs qu'on vient de faire ne sont pas seulement des questions de rentabilité économique. Ça a des impacts financiers, pardon. Ça a des impacts sociaux, ça a des impacts politiques immatériels qui sont aussi importants, c'est même plus qu'important que les aspects purement financiers. Je reprends ça à mon compte. Je rassure le docteur, le président Billet, on n'est pas en contradiction. Je veux simplement que vous intégrez dans votre analyse que les théories libérales, néolibérales, ont conduit le monde à la catastrophe dans laquelle il se trouve. On ne peut pas nier ça. Quand je parlais tout à l'heure du fait que vous dites qu'on finance l'économie par l'épargne, je suis d'accord, mais sauf qu'on ferait comment... Non, c'est pas ce que je dis. Je dis ceci, juste, si je peux faire une parenthèse. Je vous en prie. Dans ce que disait mon frère Bandakani, il sait bien, Président. sur la question de la monnaie, tu sais bien que nous sommes en phase. Nous sommes totalement en phase. Moi, je suis un Tundjangiste avéré. Tunjiang est un keynésianiste. Et Keynes n'est pas du tout un néolibéral, comme tu le sais. Oui. N'est-ce pas? Donc la théorie que j'invoque n'est pas une théorie néolibérale. Quand vous dites... Donc, bien sûr, le keynésianisme s'oppose précisément aux théories de Milton Friedman et aux théories néolibérales. Donc, véritablement, je veux qu'on soit clair là-dessus. J'indiquais simplement que, et je suis d'accord de considérer que vous voulez comprendre qu'il faut construire l'économie. Et pour construire l'économie, pour la mener vers le plein emploi, il faut la monnaie. Et quand on a atteint le niveau de plein emploi, il faut mettre en mouvement l'épargne pour l'investissement. C'est ça que la théorie dit. Voilà, là, on se retrouve. Parce que sinon on se retrouve. Je voulais qu'il précise. Et quand il précise, c'est encore plus beau ce qu'il disait. Donc, lorsque tout à l'heure, il disait que chez nous, on n'a pas d'épargne, on ferait comment? On n'a pas d'épargne, il n'y a pratiquement pas le pouvoir. Mais c'est la construction de l'économie qui fabrique, qui génère l'épargne. On s'est compris. Voilà. J'ai rapidement pour chuter. La création monétaire peut fabriquer l'épargne. C'est elle qui fait bien. Mais je voulais le lui... On se comprend, c'est la même chose. Il n'y a pas d'épargne générée par l'activité économique. A techniquement raison. Sauf qu'il s'exprime, il n'a pas raison dans une économie dépendante comme celle du Cameroun. Exactement. La théorie de Bandakani a un sens dans un univers keynésien, mais pas dans notre univers. Mais il faut qu'on lâche. On n'a pas le choix que de lâcher. Comme nous militons tous pour changer cet univers, ici donc cohérent. Quand je dis donc que j'ai constaté que ces 30 dernières années, les donneurs de leçons en matière d'orthodoxie économique ont passé le temps à faire la création monétaire pour lancer leur économie. Oui. Il y a eu au moins 10 crises successivement graves qui ont frappé l'économie mondiale depuis 30 ans.
Et ça a été résorbé par quoi? Par la création monétaire pure et simple. J'allais me dire la fausse monnaie. Aux États-Unis, le plan parle son. Non, la planche n'est pas la fausse monnaie. Non, j'ai dit, c'est à moitié fausse planche monnaie. Non. La planche à billets. Laissez-moi parler. J'assume mon mot, j'ai dit moitié fausse monnaie. Les évolutions mondiales actuelles le démontrent. Alors, aux États-Unis, c'était pareil. Le plan parle sans Obama. 700 milliards de dollars qu'on a créés pour relancer toute l'économie, y compris prendre en charge des investissements qui étaient mis en péril par la débâcle économique. En France, partout en Europe, regardez l'Union européenne, elle vient de relancer l'économie avec quoi? Avec des emprunts publics qui vont se baser sur quoi? C'est une forme de création monétaire. C'est un peu obligataire. Derrière, c'est garanti. On fera le débat économique. C'est pas de la création monétaire. C'est le président Barakani dit. Laissez-moi parler. C'est le président Barakani dit la vérité. C'est à savoir. Très bien, merci. La relance de l'économie européenne après la Covid-19 se fait sur la planche à billets. Très bien. On s'est compris, Barakani. Non, je termine. C'était important de le dire pourquoi. C'était important de le dire pourquoi. Parce que faut qu'on arrête de terroriser les Africains avec des chimères. Alors que nous, on voit ce qui se fait ailleurs. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous dit. Les emplois obligataires n'avaient rien dit. C'est garanti par quoi? Par l'État. Très bien. On va s'arrêter un instant pour revenir au régional et à la décentralisation. Les conseillers régionaux ont prêté serment. Ils ont été installés ce 22 janvier. On n'a pas beaucoup d'écho par rapport à ce qui s'est passé dans les autres régions. On a quand même le gros plan, ce qui s'est passé dans le centre avec l'installation de Gilbert Timevuna. C'est pratiquement le nom qui est revenu à la une de plusieurs journaux. Revivons ces moments d'installation. Dans une tenue des grands jours, tout en blanc, l'écharpe vert ou jaune autour des reins, Gilbert Timevuna, le patriarche, a été installé ce jour à la tête de l'exécutif régional du centre. À 76 ans, à la force de l'expérience, il est censé œuvrer pour l'essor de la région, une tâche qui ne saurait lui faire peur. On a regardé à droite, on a regardé à gauche, on a compris que celui-ci, on peut encore l'utiliser pour travailler pour le bonheur de toute la région du centre, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. À l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé ce 22 janvier, se sont retrouvées plusieurs personnalités, au rang desquelles Sa Majesté Jean-Pierre Amouk Belinga, le président du groupe L'Anecdote. Cette cérémonie d'installation fortement courue par les militants du RDPC est donc l'étape ultime du processus des régionales démarré en septembre dernier. Je ne décevrai pas la confiance de la hiérarchie de mon parti qui m'a investi et les électeurs qui m'ont élu. Donc je mettrai tout ce que j'ai comme énergie, comme détermination pour le développement de ma région. Je voudrais remercier le chef de l'État de nous avoir permis, surtout nous les chefs traditionnels, à participer à ces Jeux démocratiques. Je voudrais dire merci à tous les chefs traditionnels de la région du centre qui m'ont fait confiance. Nasseri Paul Béa, le gouverneur du centre, qui présidait la dite cérémonie, en a profité pour mettre fin au débat autour des prérogatives. Donc je pense que dans l'exercice de nos fonctions, il n'y aura pas dans cette... D'ailleurs, c'est le gouverneur, dans l'article 300 que j'ai cité, c'est le gouverneur qui coiffe la région. Donc, Gilbert Timevuna, après plus d'une décennie passée à la tête de la communauté urbaine de Yaoundé, est désormais celui qui est à la tête de la région du centre en tant que collectivité, avec pour objectif faire du centre ce qu'il a réussi à faire de Yaoundé. Alors, l'image qui a certainement retenu l'attention des uns et des autres, Gilbert Timevuna, on le connaît, très apprécié lorsqu'il était à la tête de la communauté urbaine, et on prédit un succès également à la tête de la région. C'est vraiment assez belle l'image qui a retenu l'attention, c'est qui préside l'installation du président du conseil régional. La Constitution du Cameroun, en son article 58, est sans équivoque sur la tutelle au niveau de la région. Et en cet article, elle dit clairement que le gouverneur assure la tutelle de la région, compris au sens de la collectivité territoriale décentralisée. Vous savez, la décentralisation est une très grosse opportunité pour notre pays,
mais elle va également véhiculer avec elle beaucoup de malentendus, beaucoup d'incompréhension, parce que à l'image que projetait le ministre Ngolé tout à l'heure, chacun va en entendre ce qu'il espérait. Vous avez le président de la République qui est l'émanation du peuple souverain et les collectivités territoriales décentralisées qui sont l'émanation du peuple local. Je ne vais pas contester la souveraineté qui lui est concédée de par les pouvoirs de la décentralisation. Il est donc évident de ce point de vue que celui qui assure la tutelle, qui représente le président de la République, sous l'autorité duquel se déroule l'activité de la décentralisation, a la préséance et le commandement sur l'unité territoriale concernée. Toutefois, la décentralisation territoriale structure que certaines compétences dans des domaines définis, notamment les 6 domaines qui ont été adoptés, sont transférés aux collectivités, on dit encore, nécessaires au développement de leur activité, sont transférés aux collectivités territoriales décentralisées. Dans la psychomécanique, je sors du domaine juridique, dans la psychomécanique, on dit compétences nécessaires à leur développement sont prises quelque part au niveau de l'État et leur sont transférées. Cela consolide la dimension infra-étatique de la collectivité territoriale décentralisée et consacre le fait que son activité se déroule sous la responsabilité tutélaire d'une instance qui, pour les communes, est le préfet et pour la région est le gouverneur. Il ne me semble donc pas, du point de vue de la législation et de la réglementation camerounaise, et même constitutionnellement, que la question se pose. Les Camerounais doivent s'intéresser aux problèmes de fond qui sont posés par la décentralisation. On dit que la forme suspecte le fond aussi. Par la décentralisation. Le débat est cristallisé autour des questions qui ne se posent pas. Il se cristallise autour de 2 points. Les 15% et le gouverneur. Non, ce n'est pas ça la décentralisation. La décentralisation, c'est simplement le changement de stratégie par un État. Puisque nous étions dans le football, je ferai une image footballistique. L'État jouait avec le 4-3-3 et constate qu'avec ce 4-3-3, les buts qu'il devait marquer pour gagner ses matchs ne sont pas marqués. Ou alors, il encaissait beaucoup de buts. Il décide donc pour les mêmes objectifs sont de marquer des buts et de ne pas en encaisser. Pour les mêmes objectifs, il décide de changer de système de jeu. Il n'a pas changé d'acteur parce que la population camerounaise reste constante et les objectifs de transformation sociale restent constants. Il décide donc de changer de système de jeu et pour le cas présent, décide de jouer en 3-5-1-1. 3-5-1-1. Vous pouvez être un bon coach. 3-5-1-1. 3-5-1-1 est différent de 4-3-3. Dans le 3-5-1-1, il y a de nouvelles exigences. Il y a des joueurs qui vont quitter le stade, se retrouver au banc de touche, et de nouveaux qui vont entrer parce que ça exige une nouvelle configuration de la chose. Et autour de cela, il y a un écosystème. Vous avez donc la production de plusieurs effets. Il y a ceux qui étaient à l'aise dans le 4-3-3, qui ne se retrouvent plus dans le nouveau système, qui font émerger des résistances. Il y a tous ceux qui tiraient avantage du 4-3-3, qui sont autour de l'écosystème. On peut parler des agents de joueurs, des chaînes de télévision, de ceux qui financent le football, qui également mettent la pression pour que le nouveau système de jeu ne se mette pas en place. Il y a également ceux qui, adeptes du nouveau système de jeu, qui se disent non, avec le nouveau système de jeu, on doit mettre tout ce qui était dans l'ancien système de jeu à côté. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé un système qui puisse faire un peu consensus? Ça fait quand même beaucoup de points de discorde. Ça fait donc qu'avec le nouveau système de jeu, il y a ceux qui comprennent que le gouverneur, en tant que représentant de l'État, doit tout simplement être mis de côté. Or, la constitution camerounaise, c'est-à-dire le fait pour nous d'être camerounais, structure qu'on accepte que le... Ce qui est de la constitution. Ce qui est qu'on accepte... Entre le 4-3-3, le 3-5-1-1,
la question est là. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un malaise réel? Il y en a qui parlent d'un manque de galanterie lorsqu'on voit le gouverneur installer le président du conseil. Écoutez, je crois que là aussi, Séverin Assembé a le chic. Il a l'art de peut-être de distraire un petit peu notre public avec des formules métaphoriques tirées du football comme cela. C'est intéressant, de l'entendre. Mais nous sommes ici dans le domaine politique. Et restons dans le domaine politique. Jean-Jacques Zé, vous nous avez envoyé une thématique qui indiquait qu'il y aurait, moi je ne sais pas, hein, il y aurait un faible engouement, etc., autour des régionales. Bon, c'est pas moi qui le dis. Mais je dis simplement que voilà, c'est la thématique qui nous a été envoyée. Moi je préfère... Peut-être qu'on a choisi une porte, puisqu'on parle de classement, on a peut-être choisi... L'actualiser. Parce que quand j'entends Séverin Assembé, je n'avais pas terminé. Séverin reviendra. Je n'avais pas terminé. Sortons de l'enthousiasme. Il est plutôt dans l'enthousiasme. Je ne suis pas dans l'enthousiasme, je posais le cadre. Je voudrais dire... Pour coller à la question, docteur. Pour répondre à votre question, parce que nous on est là quand même pour répondre aux questions de Jean-Jacques Zé qui nous a invités. Qui m'a fait la fraternité, c'est mon oncle, hein, de m'inviter sur ce plan. Voilà. Et donc, je dis simplement que, d'abord, si désengouement il y a, si désenchantement il y a, si désillusion il y a, ce qui est fort possible, parce que nous avons quand même vu les acteurs impliqués dans ces processus électoraux être complètement en colère, très déçus de la manière dont les investitures se sont faites sur le terrain. Les influences considérables des apparatchiks, des ministres, des anciens ministres, des présidents de conseil d'administration, de tout le Gotha politique de Yaoundé et de Douala descendent sur le terrain pour organiser, pour choisir les gens et sortir d'une logique purement démocratique. Je crois que moi j'ai entendu, c'était incroyable, des chefs traditionnels. J'ai entendu d'autres acteurs impliqués dans le processus se plaindre profondément. Et là, ce n'est pas des gens qui sont des gens issus d'autres partis politiques, mais c'est des gens issus de votre formation politique, monsieur le professeur. Donc, comprenez que ce que nous avons l'habitude, nous, de dire, nous qui ne sommes pas de la majorité, nous qui sommes en face de vous, relativement à la manière dont les élections se passent dans notre pays, eh bien, vos propres camarades l'ont ressenti et vécu dans leur propre chair. Et au fond, cela rejoint en réalité je dirais quelque chose d'absolument essentiel que j'ai signalé aux sorties des élections législatives et municipales 2013, de 2020, février 2020. C'est les élections, c'est le phénomène, si vous voulez, de la trop forte prégnance du parti-État, du système du parti-État. C'est-à-dire qu'en tant que paradigme politique, voilà, si vous voulez, le caillou qui est dans la chaussure de la démocratie camerounaise. Et je précise qu'aussi longtemps que nous n'aurons pas démantelé cette mécanique nocive et malfaisante du parti-État, eh bien, nous aurons ce type de désenchantement et de désillusion. En réalité, c'est quelque chose d'absolument essentiel. J'ai eu l'occasion d'écrire à tout un ensemble d'acteurs pour poser ce problème. Je crois que le Premier ministre a eu la galanterie de me répondre et de dire que voilà, c'était un sujet qu'il a comment on va dire, transmis à ses services pour études. Bon, j'espère que... Mais enfin, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que effectivement, Séverin Assembé, si ce que vous indiquez relativement à la Constitution est juste, c'est la Constitution. La Constitution d'un pays n'est pas... Elle n'est pas créée pour ne jamais varier. C'est un dogme. Les constitutionnalistes disent qu'elle n'est pas ne varier tout. Ça veut dire qu'elle peut varier, elle peut... Et nous voyons très clairement qu'il s'agit là encore d'un élément d'entourloupe qui a été bien installé dans la Constitution. Parce que moi, je vais vous dire, je n'ai pas le souvenir, je peux me tromper, mais pour le temps que j'ai passé dans un pays qui est la France, et dont nous sommes inspirés sur le plan de l'organisation de cette histoire de régionalisme, oui, eh bien, je n'ai pas le souvenir que le président du conseil régional a une tutelle administrative au-dessus de lui, là-bas. Toujours le préfet de région, du côté de le préfet de région, Billet, le préfet de région, oui, le préfet du département qui abrite le chef-lieu de la région assure la tutelle de la région, monsieur. Nous avons encore beaucoup à dire, on va vous repasser la parole. Je voudrais pouvoir me tromper, mais ce que je vous dis, c'est que les préfets en France
ils coiffent un département. Ils ne coiffent pas une région. Vous comprenez ça? Et une région, en réalité, là-bas, elle regroupe plusieurs départements. Il n'y a pas une autorité, une instance au-dessus d'eux. Et c'est ça qui permet précisément aux régions là-bas de se déployer de manière optimale et d'avoir une liberté d'action absolument considérable dans les politiques publiques locales. Et aussi la Constitution l'établit, c'est quand même des aspects qu'on aurait pu revoir pour éviter le débat. Mais oui, mais bien sûr, c'est la raison pour laquelle vous voyez que le préfet, nous avons suivi l'élément, dans lequel, avec la suffisance qu'on a pu constater chacun, le préfet dit qu'il coiffe. Il coiffe le conseil régional. Le gouverneur dit qu'il coiffe le conseil régional. On ne parle pas comme ça. Moi, j'ai été profondément choqué par ce phénomène-là. Et je dis aussi, pour terminer, si vous le permettez, et je vais chuter là-dessus, c'est que nous avons posé, bien sûr, le problème de l'organisation du pays sous la forme de la décentralisation régionaliste. Moi, je suis de ceux qui vous disent, aujourd'hui, nous allons nous retrouver dans 2, 3, 4, 5 ans. J'espère que les choses auront bougé entre-temps. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que la question fondamentale qu'on devrait se poser une fois de plus, c'est celle de savoir si le modèle d'organisation régionale que nous avons épousé là, parce qu'il a dit tout à l'heure qu'on peut changer le système de jeu, est-ce que ce système-là est véritablement pertinent? Est-ce qu'il est conforme à l'histoire du Cameroun et aux attentes même des Camerounais, notamment du Nosso, où aujourd'hui nous savons que la situation ne s'apaise pas? Voilà la question fondamentale qu'il faudrait se poser. Professeur Henri Sévérin Simba évoquait tout à l'heure la tutelle, le commandement des expressions qui semblent gêner dans le cas de la mise en œuvre de cette décentralisation. Je partage parfaitement les propos de M. Assembe et le souci du président Billet. Vous savez, il y a 2 problèmes qui se posent ici. C'est pour cela que M. Assembe, le président Billet vient de dire. Ces 2 problèmes sont les suivants. Le premier problème, c'est que c'est un problème de perception. Vous avez parlé de ce phénomène de faible engouement. Vous savez, dans la perception, vous savez que la politique est aussi une question de perception. Mais je crois que ce n'est pas le président Kanibanda ou Billet qui peut me nier. Sur le plan de perception, vous savez, la décentralisation au Cameroun, même si ça date depuis 25 ans, puisque c'est la Constitution qui a introduit la notion de la décentralisation, puisque c'est constitutionnel, comme M. Assembe vient de dire, et c'est légal. Donc, ça, c'est la Constitution. Tant que la Constitution n'a pas changé, c'est la Constitution, on reste dans la Constitution. Et si vous regardez sur le point de vue de la perception, il y a ceux qui pensent en dehors ou au-delà de la Constitution. La Constitution, conformément à l'esprit et la lettre de la Constitution, la région et la commune, les 2 sont les démembrements constitutionnels de l'État national camerounais. Et donc, quel que soit le cas, c'est comme 2 sous-systèmes dans un système étatique. Donc, quel que soit le cas, même si c'est en France ou en Italie ou en Espagne, dans le cadre de la décentralisation, la perception, c'est quoi? Il faut bien comprendre que l'État national va toujours primer sur les 2 sous-États, si vous voulez, c'est-à-dire les 2 démembrements qui sont les collectivités locales. Donc, comment donc dans l'organisation et le fonctionnement de ce système qui a 3 niveaux, le niveau national, le niveau intermédiaire, le niveau qui est régional et le niveau local qui est la commune. L'État doit s'assurer que, c'est-à-dire sa primatie, les 3 doivent toujours rester suprêmes par rapport aux 2 sous-systèmes, c'est-à-dire les collectivités territoriales décentralisées. Maintenant, dans le fonctionnement, comment est-ce que l'État joue? Bien sûr, l'État est piloté par le chef de l'État qui a délégué le pouvoir au Premier ministre de coordonner l'action gouvernementale. Maintenant, au niveau local, communal et régional, dans la perception, il y a des citoyens au niveau local et bien sûr régional qui, dans cette perception, n'ont pas compris bien, puisque la décentralisation est nouveau.
pour nous, puisque c'est maintenant. À ce moment-là, il devient compliqué. Oui. Vous avez le gouverneur qui assure la tutelle, qui appartient au MINAT, qui appartient au MINAT. Vous avez la décentralisation qui a tout un sur autre le plan ministère. administratif, sur le plan administratif, le gouverneur appartient au MINAT. Mais sur le plan politique, vous savez, la décentralisation n'est pas administrative. Oui. Par un ministère particulier. Oui, il faut. Voilà pour ça que je dis qu'il y a un problème de perception. Vous savez que la région a deux connotations. Sur le plan de la déconcentration de l'État, qui n'est pas un processus de la décentralisation, le gouverneur est à la fois responsable administratif de la région dans le sens administratif. Ça, c'est la déconcentration. Et nous sommes habitués à ça. Mais la décentralisation dans son effectivité, c'est quelque chose de nouveau. Là, le gouverneur ne joue pas en termes de chef administratif. Il joue en termes de représentant de tutelle de l'État, puisque l'État fait partie du processus de la décentralisation. Mais l'État, sur le plan de la déconcentration, a son représentant qui est le gouverneur, qui est le chef administratif de cette région. Donc la région est à la fois administrative et politique. Administrative dans le sens de la déconcentration, et la tête c'est le gouverneur, mais politique dans le sens du fait que c'est lui qui représente cet État national. Maintenant, quand les populations au niveau régional et local voient le gouverneur, dans leur tête, ils pensent en termes de déconcentration. Lui encore, il est encore là-bas. Non, le gouverneur, quand il joue ce rôle-là, maintenant, il ne joue pas le rôle en tant que chef administratif. Il joue le rôle en tant que tutelle politique. Oui, mais deuxièmement, sur le plan de perception, je voulais ajouter ceci. Les populations, c'est-à-dire locales et dans les régions, n'ont pas compris que le gouverneur, quand il joue ce rôle de la tutelle, il n'est pas un élu de conseil régional. Il n'est pas un élu. Et il participe dans les réunions, c'est-à-dire les assises. Mais il n'est pas élu, il n'est pas conseiller régional. Il est là, sa présence représente la présence de la tutelle, c'est-à-dire l'État. Mais il ne vote pas. Hein? Donc, on ne peut pas dire que peut-être la perception est là, donc les gens pensent que non. Pour la perception. Le plan, maintenant, deuxième problème, je voudrais ajouter, avec votre permission, c'est qu'on oublie que la perception ne doit pas nous aveugler. Il y a l'aspect de fond. Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est que la Constitution et la loi de 2019 sur les collectivités décentralisées donnent le pouvoir réel, exécutif, délibératif, au nouveau centre de pouvoir, au conseil régional. Sous le fond, ils doivent jouer leur rôle, malgré la perception. Il ne peut pas qu'ils se permettent d'être aveuglés ou bien freinés par ces problèmes de perception, parce qu'il y aura toujours de perception. Nous, on dit, là où il y a perception, il y a aussi, on dit en anglais, misperception. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une perception, mais en fait, ce n'est pas justifié. Alors, il ne faut pas oublier le fond. Ils ont le pouvoir, ils doivent gérer ces pouvoirs. Que la forme peut faire problème au niveau de la perception, mais dans le fond, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Mais les téléspectateurs, vous voyez, justement, reviennent sur la question que vous avez soulevée et l'attitude. Il fait encore quoi dans cette affaire? Est-ce qu'on peut réussir à régler cette problématique, cette question qui peut être à l'origine justement du recul de nombreux d'entre eux, même les conseillers régionaux? Vous avez vu à l'Ouest, par exemple, ceux de l'UDC ont boycotté la cérémonie, estimant que le gouverneur n'a pas autorité. Bon, je pense que notre rôle aussi en tant que leader d'opinion et politique, c'est d'éduquer les opinions publiques, c'est d'éduquer le peuple. Sauf si on fait un débat aérien. Non, c'est pour cela que vous êtes là. Voilà. Pour aider le public. Chose est claire. Tant que la Constitution là est en vigueur, il faut la respecter. Il n'y a pas de débat là-dessus. Vous verrez que les deux thèmes se suivent. Hein? Non, je suis d'accord. Il faut la dans respecter. Le souci de modernité tout à fait, par tout la à fait. Constitution. Et en ce sens, les rappels de l'expert Azembe ont leur sens. Ces articles qu'il a convoqués sont clairs. Et le ministre a ajouté des aspects fondamentaux que j'aurais approfondis avec sa permission. Non seulement les collectivités territoriales décentralisées sont des démembrements de l'État, il faut qu'on sache ce que ça veut dire. Il faut commencer même par refuser ça. Si on veut entrer dans une logique de refus, il faut commencer déjà par remettre ça en cause. Mais c'est dit clairement. C'est dit dans le Code général
la décentralisation, c'est clair. Ils sont les démembrements de l'État. Est-ce que clair signifie bon aussi? Je vous dis que tant qu'on est tant qu'on accepte la Constitution là... On peut attaquer par le débat au moins. Oui, on débat, mais moi je dis ceci. Est-ce que clair signifie bon? Moi je suis pour la décentralisation. Notre parti, nous sommes pour la décentralisation. Il faut l'approfondir, certes. On n'est pas encore... On n'est qu'à la première génération de cette dynamique. Il faut aller plus loin. Mais moi, je ne suis pas pour le fédéralisme. Je suis pour la décentralisation. C'est clair. Il faut que je rappelle ça pour que mes propos soient bien compris. Deuxièmement, non, il y a plus grave, Jean-Jacques. Si vous êtes un démembrement de l'État, mais la Constitution dit que c'est le président qui définit la politique de l'État. Vous voyez donc qu'il y a même une forme d'escroquerie là-dedans qui ne dit pas son nom. Je suis désolé que les acteurs de la décentralisation n'aient pas évoqué ça. Nous, on l'a évoqué dans l'autre document qu'on avait fait à l'issue de notre convention sur la question. C'est-à-dire que les élus municipaux, en réalité, ils doivent appliquer la politique du président. Est-ce que vous le savez? C'est exactement ça. Je vais l'appeler ça au président Belay. C'est exactement ça. C'est dit, c'est mauvais. Moi, nous avons traité cette affaire-là et nous avons vu ça. Et vous l'avez considéré comme une escroquerie politique? Non, on dit qu'il faut que nous soyons cohérents, nous les acteurs qui s'engageons à ça. Si vous acceptez, c'est accepter tout. Tout le jeu. Et s'engager dans une dynamique maintenant pour changer les choses de manière plus profonde. C'est-à-dire que tous les élus là, en dehors du cinéma politicien qu'on fait, ils sont obligés d'appliquer la politique de l'État. Et c'est défini par qui? Le président de la République. Et je rappelle seulement les termes de la Constitution. Et tant qu'on la respecte, on est obligé d'appliquer ça. Maintenant, pour revenir de manière plus fondamentale à la question, pourquoi il y a peu d'engouement? Moi, j'explique ça autrement. C'est-à-dire que le peu d'engouement, de mon point de vue, provient de ce que cette dynamique de la décentralisation, qui est une grande œuvre que nous on soutient pour notre pays, a été plombée par le fait que, d'abord, ce sont les centralisateurs professionnels qui l'ont mise en œuvre. Est-ce que des centralisateurs professionnels peuvent décentraliser au sens profond du mot, sans se contenter seulement de transférer dans la décentralisation les mauvaises habitudes, les mauvaises manières et la mauvaise culture de la centralisation? Et on voit que ceci est en train de se passer. Et ça revient au deuxième aspect, c'est que tout le monde sait, on ne va pas en parler, tout le monde sait que dans la tête des centralisateurs professionnels qui sont devenus décentralisateurs à l'occasion, dans la logique, c'est que tout le monde pense à l'après Paul Biya. Et de ce fait, donc, il faut que la décentralisation épouse les logiques de ceux qui estiment que nous sommes bien placés pour remplacer le président. Ça plombe la décentralisation. Et vous le trouvez donc dans les collectivités territoriales décentralisées, les mêmes têtes, les gens qui proviennent des mêmes lobbies, des mêmes réseaux, des mêmes sectes, des mêmes confréries, qui ont régné dans l'État central, qui ont régné pendant la centralisation. C'est ça le problème. Et les gens voient que rien n'a changé. Or, alors que du point de vue des tests, du point de vue de la loi, vraiment, il y a un grand chantier, comme il le dit, il y a un grand chantier dont on peut s'approprier. Mais la perception, et là je le rejoins, fait que ces dynamiques-là sont réelles. On le voit dans les investitures, on le voit dans le fait que on décentralise, et c'est une forme de parti unique qui revient. C'est-à-dire le parti unique se reconstitue, c'est la forme décentralisée. L'autre argument que je veux poser cette fois-ci à l'expert, c'est que la logique même de la territorialisation, qui est au cœur de la décentralisation, l'un des piliers normatifs de ce processus, c'est la territorialisation. Ça veut dire quoi? Historiquement, cette affaire-là, ça ramène, c'est que ces collectivités-là ne sont que des territoires. Pour mettre en œuvre l'économie coloniale. On appelle ça la mise en œuvre de l'économie. Non, la mise en valeur de l'économie. Donc vous n'êtes pas là pour le bien-être des populations, ni du territoire. Donc ça revient sur une autre forme. Quand on indique qu'au cœur de ce processus, il y a l'enjeu de la territorialisation, on dit clairement, on peut reprendre ça pour voir qu'en fait, c'est qui, du point de vue de la dynamique politique en ce moment-là, pas de test, c'est que tant que les intérêts de l'État ne sont pas garantis, mais les intérêts de la collectivité territoriale décentralisée ne seront pas garantis. Et on est en train de voir ça, par exemple, dans le blocage des transferts financiers. Comment on explique le fait que jusqu'à présent, on dit qu'on va transférer 15%, et la loi des finances ne prévoit pas ça? Peut-être que l'expert va m'expliquer, mais on ne peut pas expliquer ça. Il y a une loi organique qui est transférée 15%.
Mais après, il y a une loi de finances qui refuse d'obéir à ça. C'est pas le fait du hasard. On explique ça par des choses, des trucs. Mais dans le fond, c'est cette logique de la territorialisation qui est à l'œuvre de façon subtile. L'autre argument, c'est quoi? C'est que, et il faut le dire, ça va pas plaire au président bien, mais s'il était maire, moi je croirais plus en lui, plus que je le connais. Mais la plupart des leaderships municipaux ne font pas l'effort de vanter la décentralisation comme étant un phénomène majeur de progrès. Vous pensez qu'ils ont compris déjà au préalable la Je décentralisation avec le système d'investiture et tout ce qu'on a connu? Est-ce que vous pensez que ceux qui je ne parle pas du RPC seulement. ont maîtrisé? Je ne parle pas seulement de RPC, je parle même de l'opposition, dite politique, l'opposition politique. Est-ce que vous vous expliquez quand vous regardez que les gens dans leur démarche ont compris l'enjeu qu'il y avait dans ça? Moi, je n'ai pas l'impression quand moi je regarde les comportements. Puisque ça se réduit, je vais aller au fond de ma pensée, ça se réduit pour l'instant, quand on regarde tout ce qui est mis en haut, c'est la bagarre entre les autorités administratives et certains élus. C'est la bagarre. Et quand vous regardez pourquoi ils se battent, la décentralisation n'est pas au cœur de ça, en réalité. C'est pas au cœur de ça, pourquoi ils se battent. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème-là. Et il y a le fait, je termine par là maintenant, parce que vous me demandez de chuter, que la propagande des ambazoniens et des sécessionnistes séparatistes et les hommes politiques qui les accompagnent diabolisent cette affaire. Et les gens n'y croient plus. C'est-à-dire on fait comme si on a le choix seulement entre le séparatisme ou des formes de séparatisme, des formes de crypto-séparatisme qu'on cache dans le mot fédéralisme. Et on avait le choix entre ça. Alors, le 22 janvier dernier, c'était date d'installation de ces conseils régionaux, les présidents des conseils régionaux de Somba. Lorsqu'on lit l'opinion, la presse, on a l'impression que les gens tournent un peu le dos à ces conseils régionaux, estimant que ça ne les représente pas forcément. Non, je crois que la vérité, c'est que la décentralisation camerounaise, telle que conçue par le régime en place, est extrêmement ambiguë. C'est elle-même qui est ambiguë. Le régime veut présenter la décentralisation comme une simple opération technique de concession d'un pouvoir central qu'il avait. Alors il s'agit en réalité d'une opération fortement politique. Parce que la décentralisation camerounaise a une dimension fortement politique par deux choses essentielles. Première chose, l'autochtone n'était pas connu dans l'État unitaire. On disait que chaque Camerounais est partout chez lui. Le fait d'avoir introduit la décentralisation est une rupture qualitative dans la perception politique que nous avons du Cameroun. Et ça, c'est une grave rupture qualitative. Donc le Cameroun n'est plus partout chez lui. Dès lors qu'on a mis l'autochtonie, on dit par le fait même que ce n'est plus une décentralisation administrative, ça devient une décentralisation politique. La deuxième, le statut, vous ne pouvez pas avoir supprimé un État fédéral en 1972, avoir fait 50 ans, et puis vous revenez un jour en disant que tout le monde, toutes les régions sont identiques, toutes les provinces sont identiques, et puis vous revenez subitement en disant, comme vous voyez là, telle autre région a tel statut. C'est vous-même, vous avez introduit les éléments politiques. Cette ambiguïté-là qui perd les Camerounais. D'un côté, les Camerounais, ayant constaté ça, s'attendent réellement à une sorte d'autonomie politique. Région. C'est-à-dire qu'on est là, d'un simple transfert administratif à une dimension politique. L'État lui-même l'a accepté. Or, dans les faits, l'État veut des expressions que c'est une opération technique dans laquelle, bon, en réalité, le chef des régions, que bon, il est sous la tutelle. Et ça qui perd. Et le gouvernement aurait dû être assez sage, assez intelligent, pour qu'on ne peut plus revenir en arrière, pour jouer le petit malin. Ça ne marche pas.
Il a raison, il a ses choix. Mais il faut comprendre que les gens sont perception fédéraliste de leur État. Et c'est pour ça que pour finir, pareil en fait. J'ai bien compris ce que voulait dire le professeur Essomba. Je partage le docteur Essomba, ce qu'il voulait dire, l'économiste de maison. Je partage, mais vous n'avez pas réduit cette constitution à cela. C'était une cohabitation. On a pris en compte par un article la question de l'autochtonie. Mais toute la constitution là, elle était jacobine. On connaît ça. C'était une constitution jacobine. Mais en constitution le nom sur l'autochtonie, c'est vous savez. C'est vrai. On ne peut pas convoquer la France. Parce que la France, justement, on est dans une forme de décentralisation politique. Ce n'est pas encore le cas ici. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Je m'explique. C'est quoi? Mais on avait indiqué que c'est une opération politique. Non, on se comprend. Laissez-moi parler. Je suis clair. Mais M. Billet, j'ai fait une convention de 4 jours. Écoutez-moi, j'ai fait une convention. Le docteur Somba a dit, ce que vous dites, c'est là-dedans. J'ai attiré l'attention. Attention, je suis de la part des centralisateurs professionnels. Personne ne m'a entendu à l'époque. À l'époque, je vous dis que dans le cas actuel, vous faites comment? Si vous mettez sur pied une politique, vous faites quoi? Moi, je ne veux pas. Je parle de ce qui existe. C'est en cela que je dis que les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Et c'est Il faut dire que le tapage médiatique, qui accompagne l'organisation du championnat d'Afrique des Nations de football 2020, est évident au Cameroun depuis le coup d'envoi. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.